Bonjour et bienvenue à vous dans cette matinale d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques. Je reçois ce matin Bruno Catlinet, PDG du groupe Beneteau, pour un point d'activité en cette fin d'année 2014. Bruno, bonjour. Bonjour. Alors, Bruno Catlinet, avant d'en arriver à toute l'actualité qui a fait cette année 2014 pour le groupe Beneteau, hier, à la clôture de la bourse, recommandation positive de la Société Générale qui passe de stand-by à achat sur le groupe Beneteau. Le cours de bourse s'envole de 7%. Bruno Catlinet, êtes-vous un président heureux? Non, c'est pas ça qui me rend heureux. Moi, c'était plutôt le carnet de commandes hier soir sur les ventes sur Salon de Paris qui me rendait heureux. Et alors? Je pense que la hausse du titre hier, c'est une recommandation d'un cabinet. Ça montre d'ailleurs une certaine fébrilité des marchés pour que le titre prenne comme ça 7 à 8% une journée. Bon, c'est des journées qu'on connaît dans l'année, mais c'était pas le fait majeur du jour. Le fait majeur du jour, c'était d'avoir un bon démarrage du Salon de Paris qui reste à se confirmer puisqu'il reste maintenant 3 jours. Et les 3 derniers jours, ça représente 40% des ventes. Donc, 40% des ventes, c'est 3 jours. Il va falloir attendre ces 3 derniers jours pour faire le bilan. Donc les commerciaux de Beneteau, de Jeannot et de Rec Boats, ce sont dans les starting blocks pour signer des bons de commande. Ils vont revoir des clients qu'ils ont vus en début de salon et ils vont finaliser ou pas finaliser. C'est ce qui fera la réussite ou pas de ce salon. Alors l'année 2014 pour Beneteau, elle a été très riche en actualité. On parlera des produits après, mais le principal fait, et ça me rappelle notre interview de l'an dernier, vous me parliez de volonté de stratégie d'aller à l'international, priorité États-Unis. Fin juin, vous annoncez le rachat de Rec Boats, qui est un des principaux constructeurs américains avec 4 marques, dont Four Winds. Alors, cette vente, on est venu vous chercher pour vous vendre ce chantier. En fait, on avait, dans le cadre de notre stratégie américaine, on avait prévu 2 phases. La première, c'était de commencer par les plus de 10-12 mètres, parce qu'on peut les fabriquer en Europe et être compétitif aux États-Unis. Donc on avait démarré ça en 2009-2010. Et on avait toujours imaginé, parce que c'est important pour nous, d'avoir aussi une offre de petits bateaux. C'est ce qui a fait le succès du groupe en Europe. On a toujours... Cap Camara, Antares, Mary Fisher, Flyer. On n'a jamais abandonné les petits bateaux, dont on dit souvent que c'est moins rentable que les gros bateaux. C'est vrai, mais c'est très important de garder ce fonds de commerce. Et ce qui a fait la réussite, à mon avis, des moyennes et des grandes tailles après. Donc il était prévu cette phase 2. Et dans cette phase 2, il y avait une obligation donc d'avoir un réseau important et d'avoir une unité industrielle sur place, puisque les bateaux de petite taille, avec les coûts de transport, ne sont pas compétitifs si vous ne les fabriquez pas aux États-Unis. Et puis les Américains aiment bien acheter des bateaux made in America. Alors pourquoi cette société? Parce qu'on avait eu la chance de les contacter depuis 2 ans. On parlait un petit peu de leur activité, on échangeait, on avait sympathisé. Et comme ils étaient détenus par des financiers et que des financiers devaient un jour forcément les revendre, le jour où les financiers ont décidé de revendre, ils nous ont proposé de dire est-ce que vous voulez regarder. Banco. Ce qui nous a permis de pouvoir regarder de façon exclusive avec des gens qu'on connaissait déjà et qui nous paraissaient tout à fait compétents et sympathiques. Qui avaient d'ailleurs réorganisé l'entreprise. Tout à fait. Donc vous avez repris un outil industriel très moderne pour une entreprise réorganisée. Ce sont des conditions très modernes, je ne idéales. sais pas, mais en tout cas un outil industriel qui a une capacité de production très importante. Donc c'est bien pour nous parce qu'on peut donc croître tout en ayant les capacités de production sur place. Alors comment s'est passé le rachat en interne? Je crois savoir que les distributeurs Rec Boats étaient un peu inquiets de voir arriver des franchises de l'autre côté de l'Atlantique pour leur expliquer comment faire des bateaux. Non, il y a eu beaucoup d'enthousiasme, d'abord de la part du personnel, qui s'est dit on est racheté par un industriel, parce que quand vous êtes racheté par un financier, bon, ça peut être sympa parce que ça permet aussi d'exister, d'investir, etc. Mais on sait qu'on va changer l'actionnaire. Donc il y a toujours cette incertitude. Et là, quand on leur a appris que c'était le groupe Beneteau, il y a eu, les gens ont applaudi dans les usines. Et après, les concessionnaires étaient très fiers aussi que le groupe Beneteau s'intéresse aux marques de Rec Boats. Donc il y a eu beaucoup d'enthousiasme autour de ce rachat. Avec une première convention des ventes au mois d'août aux États-Unis, où pour la première fois ils ont pu essayer les bateaux Rec Boats, c'est normal, mais également les gammes Jeannot et Beneteau. Oui, on peut même dire que ça a commencé par une première convention Jeannot et Beneteau, les conventions mondiales, où Rec Boats est venu se présenter aux concessionnaires Beneteau et Jeannot pour dire voilà nos bateaux, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous voulez conforter votre chiffre d'affaires avec nos gammes. Et après on a fait les matchs retour en effet au mois d'août à Cadillac là. Et c'était à ce moment-là les Beneteau et les Jeannot qui venaient présenter leurs bateaux aux concessionnaires. Alors quel est le chantier qui s'annonce pour vous aux États-Unis actuellement ?
Clairement, l'année qui vient est une année de réflexion, de voir comment les gens réagissent, combien de concessionnaires vont s'intéresser et à quel type de bateau, afin d'affiner notre stratégie et d'attaquer plus fort sur la saison d'après, donc la saison 2016. Ça veut dire aussi qu'en France, les concessionnaires Beneteau et Jeannot vont pouvoir distribuer, s'ils le souhaitent, les marques Rec Boats. Oui, un certain nombre de concessionnaires en Europe, Beneteau et Jeannot, ont signé avec Rec Boats et commencent à vendre des Four Winds ou des Glastron ou des Scarab ou des Wellcraft. Donc c'est assez sympa. C'est assez sympa que Rec Boats aide le groupe Beneteau aux États-Unis et que le groupe Beneteau aide Rec Boats en Europe. Donc c'est un échange de bons procédés, ce qui génère pas mal d'enthousiasme dans les équipes. Si je me rappelle bien une interview que j'avais réalisée il y a 3 ans avec Dieter Gouss, il me disait l'objectif du groupe était de réaliser un tiers de son activité en Amérique du Nord, un tiers en Europe et puis un tiers dans les émergents. Oui. Où en êtes-vous de, ce que plan de route? Ça a toujours du sens. Pour arriver à un tiers, il faut déjà que les marchés, Europe, Amérique et reste du monde, soient un tiers. Alors, clairement, aujourd'hui, les marchés ne sont pas dans cette configuration. On peut dire que les marchés mondiaux, c'est 40% l'Amérique du Nord, 40% l'Europe et 20% le reste du monde. Mais petit à petit, le reste du monde, puisqu'il y a des zones à fort potentiel, vont monter et on se retrouvera un jour dans cette configuration. Nous, ce qu'il faut absolument, c'est qu'on soit présent partout et que nos gammes expriment leur potentiel et ça nous permettrait à ce moment-là d'être un tiers. Aujourd'hui, avec le rachat de Rec Boats, que représente l'Amérique du Nord dans l'activité Beneteau? L'Amérique du Nord va être surdimensionnée par rapport à cette règle des 3 tiers, puisque l'Amérique du Nord va représenter près de 40% en 2015 de la division bateau. Et l'Europe? 40% aussi et 20% dans le reste du monde. D'accord. Il y a quelques années, vous avez construit une magnifique usine au Brésil sur des prévisions qui étaient une croissance des BRICS. Malheureusement, il y a quelques mois, la Fed a fermé le robinet du crédit facile. Les premiers marchés qui en ont pâti, c'était les émergents où toutes ces masses de dollars partaient, hein, Russie, Brésil, Amérique du Sud. Dommage, l'usine. Oui, c'est dommage. C'est un mauvais pari. Non, ça reste un bon pari. Vous savez, une usine, on ne la fait pas pour 5 ans, on la fait pour 25 ou 30 ans. Donc c'est désagréable, ce coup d'arrêt provisoire. Mais forcément qu'en Amérique du Sud, il y aura plus de gens à acheter des bateaux dans les années qui viennent que ce qu'on a connu avant. Donc il fallait une implantation. Elle est faite, ça permet de transférer le savoir-faire un peu plus simplement, avec moins de quantité. Bon, ça fait partie des aléas, mais on ne regrette pas du tout notre acquisition. Alors aujourd'hui, le moteur se rééquilibre dans l'activité de Beneteau, du groupe Beneteau vous êtes le leader dans le domaine de la voile, mais la voile c'est 15% du marché mondial Inotis. Aujourd'hui, le moteur prend beaucoup d'allant, notamment avec Rec Boats. En 2009, vous avez lancé en pleine crise, alors ça c'était pas anticipé, mais elle est arrivée en nous surprenant tous, une marque dans le domaine du yachting, Monte Carlo Yachts, et c'est une marque à succès. Alors combien de yachts vendus sur cette période difficile avec cette marque? Je dirais plus de 50, mais je n'ai pas le chiffre en tête. Ce qui est sûr, c'est que la stratégie était de dire on va accéder aux bateaux de 15 à 30 mètres avec 2 offres. L'offre Prestige Yacht, puisqu'on avait déjà la gamme Prestige qui existait, et on va créer une nouvelle offre, et c'est l'offre Monte Carlo Yacht. Et l'événement de la saison 2015, pour nous, ce sera que Monte Carlo Yacht aura fini de compléter son offre. Il a fallu 5 ans pour le faire, mais c'est beaucoup et c'est pas beaucoup en même temps. Ouais, mais... Et maintenant, Monte Carlo Yacht, en septembre 2015, aura l'intégralité de son offre avec l'arrivée du 105 pieds. 105 pieds. La boucle sera bouclée. Le plus gros bateau jamais construit par le groupe à moteur? En moteur, oui. En voile, non. Non, puisqu'il y a CNB. Parce qu'il y a CNB qui fait des one-off. Voilà, donc il y a quelque temps, il y a eu beaucoup d'échos sur des discussions entre le groupe Beneteau en France et Benetti en Italie. Benetti qui est un des leaders mondiaux des grands yachts, des super yachts, qui a un beau groupe industriel, familial et qui a un problème de succession puisque la fille ne veut pas succéder au père. Je sais que vous n'allez pas me confirmer qu'il y a eu des discussions, mais est-ce qu'on peut imaginer que ce type d'offre serait complémentaire du panel et des familles de produits Beneteau? Parce que vous parlez de Benetti. Ouais. Benetti, on va dire que c'est au-delà de 100 pieds, et Azimut, c'est tout à fait comme Prestige et Monte Carlo Yacht. Ouais. Mais non, il n'y a pas eu de discussion, je pense que j'aurais été au courant. Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que ce serait complémentaire? Pour la partie Benetti, mais pour le moment, nous,
Dans le cadre de notre stratégie 2010-2020, on a déjà prévu d'être mondial en moteur et de monter jusqu'à 100 pieds. Donc on a déjà beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, on n'a pas fini, il nous reste encore des produits à sortir. Donc on a déjà assez à faire. Sachant que dans le yachting, vous avez Prestige qui est un design plutôt britannique, hein, anglo-saxon, et puis Monte Carlo Yachts qui est plutôt italien. Donc là, Ouais, vous couvrez... on peut le dire comme ça. En tout cas, c'est deux offres différenciées, c'est intéressant. Vous êtes le leader français du domaine du nautisme et de la plaisance. Vous exportez plus de 70% de votre activité. Vous avez des usines maintenant en Europe, mais en Europe, en France, en Pologne. Vous en avez également au Brésil, en Italie forcément, et puis maintenant aux États-Unis. Comment voyez-vous l'attractivité du marché français d'un point de vue industriel quand vous la comparez à nos autres marchés? Et en tant qu'industriel, que demanderiez-vous à nos dirigeants pour rendre le marché français plus attractif d'un point de vue production? De regarder ce qui se passe dans les autres pays. Nous, évidemment, on voyage pas mal. Donc, je trouve que l'industrie en France est beaucoup plus dure que l'industrie que dans plein d'autres pays. Et ça pose un problème de compétitivité. Et derrière le problème de compétitivité se pose le problème du chômage. Donc pour redonner de la compétitivité aux entreprises, faut libérer l'entreprise. Il faut arrêter d'accumuler des lois qui ne sont que des surcoûts, qui ne sont pas des protections pour les salariés, mais qui se traduisent par des surcoûts. Et quand vous avez des objets trop coûteux, vous en vendez moins. Et quand vous vendez moins, ça fait moins d'heures de travail. Donc tout ça est assez... il suffit de voyager, de regarder ailleurs ce qui se passe. C'est sûr qu'être industriel français... il faut une très grosse exigence opérationnelle pour rester compétitif à l'échelon mondial. Donc c'est moins facile, mais le Made in France est très apprécié. Oui, alors on a heureusement d'abord de la volonté, de l'envie. Ça c'est les Vendéens. Oui, il y a aussi la marque vendéenne. Et puis on a la chance d'avoir la French Touch, quoi. Je veux dire, on a aussi des designers. Donc on arrive à surmonter, mais franchement, c'est pas facile. Il y a des fois, c'est même un peu décourageant. C'est un peu décourageant. Vous êtes actuellement sur un plan qui va s'échelonner jusqu'à 2020. En 2020, si vous respectez ce plan, comment se présentera le groupe Beneteau? Il faudra commencer à répondre à cette question en 2018. Et si on pouvait réaliser le plan avant 2020, il faudra se poser la question encore avant, parce qu'il faut toujours anticiper avant de passer à l'étape d'après. C'est une réponse un peu vendéenne. Hein. Non, c'est une réponse de timing et ça va se passer comme ça. D'accord. Fin 2015, comment vous voyez l'année pour Beneteau? Ça devrait être une année plutôt sympa dans le sens où on va, pour la première fois depuis longtemps, on va avoir et l'Amérique du Nord et l'Europe dans sa globalité en croissance. Consolidé? Je dis bien dans sa globalité parce que certains pays vont encore décroître, mais d'autres pays vont rebondir et l'addition arithmétique sera positive. Donc c'est assez sympa d'avoir des deux côtés de l'Atlantique un marché en croissance. Donc un peu d'optimisme sur cette année Bien 2015, beaucoup de lancements également, avec notamment le 105 pieds chez Monte Carlo Yachts. Par exemple. Voilà, donc une vingtaine d'autres produits que nous découvrirons l'année prochaine. Voilà, donc on n'aura pas d'exclusivité dans notre émission. Non, et puis on passerait trop de temps à définir les vins. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveautés, vins, c'est pas simple. Bruno Catelinet, merci. Merci à vous. Voilà, bonne fin d'année 2014 et puis en espérant que les signatures dont vous nous parliez en début d'émission vont se concrétiser, mais il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. On attend avec impatience ces 3 jours. Voilà, merci beaucoup. Quant à nous, je vous propose de vous retrouver très bientôt dans une prochaine matinale d'actunautique.com et de la FIN.